Nyerere a, si je peux dire, adressé plusieurs messages au monde entier. L'un de ces messages, c'est l'Égypte qui n'est pas contre le développement dans les pays africains, notamment dans les pays du bassin du Nil, mais elle est également pour la sécurisation de ces droits hydriques dans l'eau du Nil selon le droit international. Donc, pour avoir plus d'explications, plus d'analyses, nous avons actuellement en ligne de l'Interview international M. Joseph Kitete. C'est un journaliste du RDC du Congo. Monsieur Kitete, bonne année. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'Interview international. Bonne année, monsieur. Salut, monsieur le journaliste, bonne année. Et joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent, que ce soit les auditeurs de Nil TV et partout dans le monde. Merci beaucoup pour nous rejoindre encore une fois à travers la ligne. Et ma question, à quel point vous trouvez que ce barrage tanzanien révèle bien la force douce dont dispose l'Égypte et révèle bien comment l'Égypte essaye toujours non seulement de consentir ou d'approuver le processus de développement dans les autres pays, mais plutôt l'Égypte essaye par tous les moyens, par tous les instruments d'être un partenaire fiable pour les différents pays africains dans leur lutte dans ce processus de développement? Voilà, moi, je peux vous dire que si je voulais répondre, parler de ce que l'Égypte a fait pour l'Afrique, ça va nous prendre au moins peut-être un mois. Sachez bien que l'Égypte fut le pays qui a soutenu la lutte pour la décolonisation des pays africains et l'accession à l'indépendance. Depuis l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est la première des choses. Je dois rappeler à nos auditeurs, Gamal Abdel Nasser a présidé le comité pour la libération de l'Afrique, qui n'existe plus, pendant plus de 5 ans depuis la guerre de l'Algérie. Après cela, la décolonisation, l'Afrique a créé l'Union africaine, Organisation de l'unité africaine, parce que la création de l'unité africaine ne pouvait pas se faire parce que les pays africains, bon, la plupart étaient sous-colonisés. Donc, après la libération de l'Afrique, il y a maintenant des relations diplomatiques qui ont commencé et la création de l'Organisation de l'unité africaine. L'Égypte a été mandatée, vu sa participation, sa contribution pendant la lutte pour la libération, il a été mandaté maintenant pour atteler les pays africains, les acheminer vers le développement durable. C'est pourquoi l'Égypte et les pays africains avaient créé un fonds pour le développement de l'Afrique que l'Égypte devait gérer. Donc, c'était pour que l'Égypte puisse envoyer des techniciens dans les pays africains, des médecins, des professeurs. Dans mon pays, Congo, nous avions la plantation Kiliba, des sucreries. L'Égypte était là pendant 15 ans après l'indépendance du Congo. Vous voyez combien l'Égypte a aidé les pays africains. Les recteurs de l'université de Lubumbashi, en RDC, mon pays, je commence par mon pays, pendant plus de 15 ans, fut un Égyptien. Donc, l'Égypte a envoyé des techniciens dans des pays africains. Ce sont des médecins, des professeurs. Après ça, l'Égypte a créé des fonds pour développement économique avec les pays africains et l'échange. Nous avons ces fonds-là et sous le ministère des Affaires étrangères. Alors, ça donne, pour qu'on puisse atteindre les objectifs, ce fonds-là a été créé. Donc l'Égypte a commencé à recevoir des journalistes africains. Donc, ce que nous disent l'Institut pour les journalistes africains, l'Institut pour les diplomates africains, ici en Égypte. Je continue. Les agronomes africains viennent du pays du Grand Lac et du monde entier, viennent se former en Égypte, à l'Institut international pour l'agronomie, qui reçoit aussi des pays africains pour les États d'Afrique, les États qu'on peut dire entre les États du bassin du Nil et l'extérieur du pays du Nil. Ça, c'est l'Égypte. Nous avons des journalistes, nous avons aussi des militaires, la formation des militaires, et puis les centres pour la prévention des crimes dans l'Afrique. Tout ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est au niveau panafricain. Au niveau international, vous avez, je reviendrai à une parenthèse. L'Égypte a créé la solidarité entre les pays asiatiques et africains. L'Égypte, avec la Yougoslavie, l'Inde,
après la guerre froide, et l'Indonésie ont créé l'organisation des pays non alignés. Ouais. Tout ça, c'était pour nous permettre quand même d'émerger et de continuer à développer nos économies et développer l'économie et l'économie sociale, la vie économique sociale de nos pays. Donc, si vous voulez qu'on parle juste de beaucoup de choses, l'Égypte était parmi les pays qui ont créé la Banque africaine de développement. Siège chez vous ici, beaucoup de gens ne le savaient pas. Les chambres, l'union des chambres de commerce africaines, des pays de commerce, a été créé toujours en Égypte. Hein? L'Égypte a aussi contribué pour la création des protocoles de libre-échange à Ouagadougou entre les pays africains. Et puis, nous pouvons vous dire que, à partir de tout ce que l'Égypte a fait, l'Égypte continue toujours à aider les pays africains. À former des techniciens africains, jusqu'à ce moment où je vous parle. Pour pousser maintenant plus loin, au moment où l'Égypte a maintenant commencé à s'épanouir, l'Égypte fuit les pays. Nous, dans les temps pour construction des barrages dans les pays africains, on faisait appel à des pays développés. L'Europe, la Chine ou l'Inde, mais actuellement l'Égypte avait construit un barrage à Tanzanie. Un barrage qui fonctionne à 100%, que tout le monde est en train de se demander comment l'Égypte est arrivée à cela. C'est parce que l'Égypte s'est développée et il a aussi, comme il fut mandaté par les pays africains et l'OIA pour atteler les pays africains de développement, il s'est donné pour contribuer au développement des pays africains. Oui, donc monsieur Joseph Keita était donc auparavant, pendant l'ère nassérienne, par exemple, c'était l'Égypte qui a essayé d'aider les autres pays dans leur lutte contre la colonisation, dans leur lutte pour l'indépendance. Aujourd'hui, aujourd'hui, avec ce changement sur le plan des défis mondiaux, sur le plan des crises, comment vous trouvez, vous observez la politique égyptienne adoptée à l'étranger, notamment envers l'Afrique, et ça, spécialement dans le cadre de ces crises qui menacent la souveraineté des pays africains, des crises sanitaires, céréalières, énergétiques, des crises de terrorisme, des crises économiques, des crises de financement, des crises de dette. Comment vous trouvez les efforts égyptiens pour résoudre la main dans la main de telles crises qui frappent bien sûr le monde entier, mais spécialement les Africains? Moi, je viens de vous dire que l'Égypte a joué son rôle à tout moment. L'Égypte a des militaires au Sahel saharien, les forces de métier de la paix. C'est pour aider les pays africains. Et l'Égypte forme des militaires africains. Ils entraînent des militaires africains périodiquement. Après la guerre de 1973, l'Égypte a pris ses responsabilités. Nous avons des militaires et des officiers africains qui viennent suivre leur stage et apprendre aussi à côté de l'Égypte. Voilà l'expérience acquise du peuple égyptien est mise. C'est comme le cas, je vous parle aussi, l'Égypte, après la libération, il a créé l'Institut africain pour l'étude des préventions des crimes. De tous les pays africains sont présents 3 fois, je pense, par an, pour qu'on puisse échanger des informations et connaître comment on peut combattre tout ce qui est comme des terrorismes. Donc, vous voyez comment l'Égypte a beaucoup. Ce n'est pas fini parce que l'Égypte aussi a joué un rôle pour rapprochement entre les pays africains et les pays arabes. La création de la Banque arabo-africaine, c'est à Khartoum, messieurs les journalistes. Mais beaucoup des Africains ne sont pas, et cette génération n'est pas au courant. Ça a été fait avec quoi? C'est avec les efforts de l'Égypte qui ne voulait pas que les pays africains et les pays arabes puissent se séparer après la guerre froide. L'Égypte a contribué à cela. Et ça va quand même, c'est la guerre froide, mais c'est la guerre un peu acharnée qui se reproduit
actuellement entre les Occidentaux et les Russes, par exemple. Mais j'ai une question dans ce cadre des crises, que ce soit stratégiques, économiques, politiques, militaires, ainsi de suite. À quel point vous trouvez que l'Égypte essaye, dans ses politiques étrangères, d'approfondir ses appartenances arabo-africaines en jouant un trait d'union entre les deux côtés, en défendant leurs intérêts devant les grandes puissances mondiales comme la Chine, les États-Unis, les Européens? Non, moi, je vous parle actuellement, je ne connais pas, c'était 4 ou 5 millions, c'était à peu près, je ne me souviens pas l'année passée, il y a l'Égypte et les échanges continuent entre les pays africains et l'Égypte. Il faut le comprendre. La plupart des pays africains viennent, c'est l'Égypte qui ravitaille. Les pays frontaliers, même les Congos, l'Égypte nous ravitaille. Hein? L'Égypte actuellement est en train de fournir les pays comme le Congo des transformateurs de haute tension électrique et des câbles électriques. Nous avons signé des accords à Kinshasa. Ouais. Et tout ça, ce sont des preuves tangibles que l'Égypte ne croise pas les bras. Ouais. Et nous sommes reconnaissants, surtout nous qui ont grandi. Je suis parmi ceux qui ont grandi, ceux qui ont suivi tout ce que le développement des situations, l'assainissement des relations, et que ce soit égypto-africaine, arabo-africaine, je peux vous dire qu'il a joué beaucoup de rôles. Parce que la première des choses, l'Égypte était le premier pays qui avait assisté à la libération de l'Algérie dans la Ligue arabe. Après cette guerre d'Algérie, c'est toute l'Afrique qui a été libérée. Vous voyez comment? Donc les pays africains et les pays arabes ont commencé main à la main à travailler. Tout ça, c'est grâce aux efforts et à la clairvoyance de l'Égypte à partir de Gamal Abdel Nasser. Hein? Parce que l'Égypte, pourquoi l'Égypte a été choisie? L'Égypte n'était pas un pays colonisé. Il était un pays sous le royal, donc sous le royaume. Il était sous les rois Farouk qui commandaient l'Égypte. L'Égypte n'a pas été colonisée comme telle. Tu vois? Et l'Égypte progressait comme il fallait, mais nous, les restes des pays africains, on était sous dépendance des pays européens qui ne voulaient pas nous donner la technologie, qui ne voulaient pas que nous puissions aller de l'avant. Ils nous privaient l'éducation, ils nous privaient, ils les faisaient en pas de tortue pour que nous restions toujours sous le joug des colonialistes. Mais... Et à la lumière de ce que vous avez souligné, l'Égypte connaît bien les problèmes, mais aussi les solutions pour ce continent africain. Par exemple, on parle toujours des pays enclavés comme le Congo, le RDC du Congo, plutôt des pays enclavés comme le Congo plutôt. Comme d'autres pays comme le Tchad et ainsi de suite. Oui, à travers ça, l'Égypte essaie toujours d'appeler à faire d'apporter des financements pour doper une bonne infrastructure au sein de l'Afrique, pour ériger ou établir une voie de la Méditerranée vers le Cap, vers l'Afrique du Sud. Qu'on va creuser à partir qui va rallier la lac Victoria. Le lac Victoria encore. Au centre de l'est de l'Afrique et la mer Méditerranée. Je pourrais vous parler de ça. Ce sont des projets gigantesques qui vont nous faire sortir parce que les marchandises vont maintenant partir dans des bateaux qui vont transiter vers Djibouti ou je ne sais pas vers la mer Rouge ou les Bab el-Mandeb. Vous voyez, au lieu que ça tournait, c'est directement, les conteneurs seront acheminés par les voies fluviales. Une fois atteindre lac Victoria, ça va partir au Congo et dans tous les pays qui sont enclavés. Donc tous ces pays-là seront ouverts pour le commerce mondial. C'est comme aussi... Moi, c'est comme vous, n'oubliez pas, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Monsieur Joseph Kété ne sont pas bien formés. Monsieur... La ligne transafricaine, écoute-moi bien, ça me vient en tête. La ligne Cairo-Gaborone, vous oubliez. La ligne transafricaine, l'autoroute Cairo-Gaborone, le temps de Sadat ne croise pas les bras.
Cette route-là, jusque-là, nous voudrions que ça soit quand même opérationnel. Ouais. Tu vois? Tu m'as fait revenir là, rappeler ça. Oui, la route, moi j'ai assisté à l'ouverture à cette conférence avec les pays européens. Cairo, Gaborone, au Botswana, Land. Donc, nous n'allons pas, si cette route, c'est à cause tout simplement des guerres qui sont dans la côte d'Afrique qui entravent. Parce que là où il y a la guerre, on ne peut pas investir. Monsieur Joseph Kété, en fait, vous êtes un homme de longue expérience, que ce soit politique ou journalistique, spécialisé, plutôt spécialiste des affaires africaines et égyptiennes. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'informations, vous avez quand même beaucoup de messages que vous avez, si je peux dire, récoltés pendant cette longue carrière que vous avez fait, que ce soit ici en Égypte ou en RDC du Congo. En tout cas, merci et bonne année encore une fois pour vous. Et justement, je dois vous proposer, chers téléspectateurs, un autre reportage concernant le sommet entre les Arabes et la Chine, qui représente peut-être un point tournant dans l'histoire moderne de la région du Proche-Orient. Et après ça, on va bien sûr essayer de poser quelques questions sur d'autres analystes.